RTL. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde. pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Notre invité d'honneur sera tout à l'heure Christophe Malavoie, qui revient au théâtre comme co-auteur, comme metteur en scène et comme interprète unique. Voici vos grosses têtes. Pour lui, notre époque se divise en deux, avant et après le vote de la loi réprimant le harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Jacques Maillot. On l'imagine s'activant dans sa cuisine, tout nu, sous son tablier à bavette. Bernard Mabille. Bonjour. Il s'agace qu'on ne lui parle que de Clémenceau, alors qu'il a aussi connu Louis-Philippe. Jean Amadou. Haute en couleur, touchant la retraite des cadres, mais ne s'en mêlant jamais les pinceaux. Amanda Lear. Il note sur des coins de nappe de restaurants les bonnes histoires qui lui permettront de payer les additions suivantes. Carlos. Alors vous savez, nous avons eu de belles photos de vacances. Si ça n'est pas les nôtres, ce sont celles des princes qui nous gouvernent. Vous avez vu la photo, c'était en Égypte, je crois. Bronzés et brunis sont sur un bateau. Ça s'est bien passé. Bronzé, Bruni tombe à l'eau, qu'est-ce qui a sauvé la France? Et alors, si la couverture médicale se rétrécit, la couverture médiatique s'allonge, hein, parce qu'il y en a partout. J'ai regardé toute la presse. Il n'y a pas un magazine où le nouveau couple présidentiel ne figure à la place d'honneur. Oh, puis vous verriez en Italie. Pas un seul. Ah oui. C'est vrai. En Italie, comme elle est italienne, on ne parle pas de ça. Ah, elle est italienne. Ah oui, en Italie, il la voit déjà présidente. Il doit être ravi au lit, alors. Et alors, en Égypte, on a quand même posé la question, parce que vous savez qu'ils sont un peu étriqués sur le côté moral. Il y a un député qui a demandé s'ils avaient vraiment couché dans la même chambre. Ah bah oui, bien fait. Ben Il a oui. bien fait, Pépé. Mais ont-ils couché dans la même chambre? On le sait, ça, ou pas? Ouais. Non, mais c'est parce qu'ils sont pas mariés. Pas oui. encore, mais tout le monde les presse. Hein. Ah bah oui, bah c'est bien même sûr. rare qu'on aille aussi vite. Il y a des presses agrumes pour ça. On est passé de la lune de miel à l'annonce du prochain mariage, et il y a même des journalistes qui se demandent quand naîtra le premier enfant. Ah, ouais. On en est déjà au baptême, alors. Ah non, mais il est quand même courageux d'aller en Égypte. Je veux dire, il faut bien le reconnaître. Un pays où il y a des sarcophages. Bravo. Ah oui, Bravo, Jean, bravo. Ça va très vite pour faire les enfants. J'ai écouté hier sur RTL une journaliste qui disait le premier bébé de l'année est né 8 secondes après les 12 coups de minuit. Donc vous tirez 12 coups, 8 secondes après vous avez le môme. C'est formidable. Alors, vous avez vu les vœux du président, c'était en direct. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Non. Ça devait être moderne, mais ça ne l'était pas tellement. Ouais. Non, sinon qu'il y avait un travelling pour approcher le palais. Et puis, on nous a dit avant, et ça réchauffait doucement le cœur du contribuable, on nous a dit que les nouvelles illuminations ne coûtaient pas plus cher pour une soirée que la dépense en électricité d'un fer à repasser. Ouais. Oui, en gros, c'est fabuleux. La comparaison est en effet assez terre à terre, mais... C'est quand même mieux qu'une économie d'échelle. Hein. Mais si Carla Bruni fait le repassage, je comprends qu'il épouse. Hein. Mais il n'y avait pas de prompteur. Je crois qu'elle a beaucoup à faire parce qu'il se pousse du col. Hein. Et puis, sur la même couverture, celle de Point de vue, les deux femmes du président.
c'est-à-dire Cécilia et Carla, qui sont, pour point de vue, les 2 femmes de l'année. On dirait des jumelles, hein. Écoutez, il y a... Elles se ressemblent, hein. Oui, il y a quelque chose. Hein. Oui, oui. Mais on est tous plus ou moins L'autre, moi, elle prisonniers prisonnières d'un type, Amanda, Mais oui. vous. Je suis prisonnière d'un type, moi. Quand les hommes prisonnière. trompent leur femme avec une femme qui ressemble à la première, en fait, ils ne la trompent pas. C'est ça qui est enfin, formidable. bon, on a toujours plus ou moins le même genre, disons, de beauté qu'on cherche. Moi, c'est les grands bruns, lui, c'est les belles brunes. Vous, monsieur Mabille, c'est celles qui veulent bien. Bah, vous savez, oui, c'est un peu ringiste, les cajots, moi, maintenant. C'est celles qui ont les petits pieds parce qu'elles sont plus près du lavabo, c'est ça. Il y a d'autres photos gouvernementales. Il y a Madame Lagarde, vous savez, la cheftaine de Bercy. Oui, elle est pas mal. Elle s'est mise au vélo puisque elle nous avait recommandé Bien obligé. de nous en servir davantage. Alors c'est une très jolie photo parce que d'abord on sent qu'elle n'a pas tout à fait l'équilibre, mais notre budget non plus. Il y a des gardes du corps qui courent mais mollement de chaque côté du vélo. Ah bon? Et puis ensuite il y a l'annonce qu'elle va bientôt se marier. Madame Lagarde. Madame Lagarde. Mais elle est célibataire? Je pense qu'elle a quelqu'un dans sa vie. D'ailleurs, j'ai même vu sa photo. C'est un grand garçon. Oui, donc faut pas qu'on aille musclé. Ouais. Un chanteur comme... Non, pas ils du vont tout. tous épouser des chanteurs ou des chanteuses, non? Et il fait du vélo, c'est Virenque, non? Non. Plastique Non. Bertrand, non? Il porte un nom italien aussi. Alors, qu'est-ce que c'est cette Peut-être un manie copain qu'ils ont? d'Amanda. Elle va te piquer, Amanda. Oui, hein, on est en compète. Il y a des belles dames en France et des beaux messieurs. Pourquoi ils vont tous chercher là-bas en Italie, enfin? Oui. Et puis, il y a une photo, alors, dans presque le plus simple appareil de Rachida Dati. Oui, j'ai vu. Où ça? Alors, elle est en vacances, elle est bien foutue. Elle est sur la plage. Mais c'est normal puisque beaucoup d'avocats vont se retrouver sur le sable. Oui. Et elle est en 2 pièces. Elle a un 2 pièces. Elle a pas de Elle n'est pas cuisine. logée par la ville de Paris. Ouais. Elle a un petit 2 Il pièces. faudrait qu'elle appelle Christine Boutin, elle peut avoir plus grand Et pour on moins cher. s'aperçoit quand même que c'est une fausse maigre. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire? Non, très, très jolie. Bon, pas l'idée qu'on se fait de la justice avec son glaive. Hein. Oui. Elle a juste un petit portable à la main, mais jolie, agréable. Non, mais Les 2 balances sont là, quoi. Et vous gardez ça mais pour sur vous. la plage, c'est normal qu'elle soit garde des Sceaux. Hein. Faites passer, Rachida, Philippe, faites passer. On appelle ça une tournante. Allez, faites passer, Philippe. Non, je voudrais vous parler aussi de Benoît. Benoît. Parce que Benoît, il a des problèmes. Il dit que le diable est de retour, si tant est qu'il soit jamais parti. Oui, il a toujours été. Et donc, il n'y a pas assez d'exorcistes pour chasser le malin. Quand je parle du malin, je parle pas de parce vous. que moi, je connais parle, des dames qui chassent le malin. De Satan. Ah bah oui, parce que c'est l'enfer. Oui. Satan la bite. Ça dans la bite, oui, c'est possible. J'en attendais pas moins. Et C'est donc, ce qu'a dit le Benoît, il a dit Satan l'habite, non? C'est depuis qu'il a rencontré Bigard, non? Hein? Non, ça c'est la soutagne. En allemand, c'est Satan la bite. et donc, il a demandé que dans tous les diocèses, on recrute des prêtres exorcistes spécialisés. Hein, parce que Mais ils sont en dehors de la religion, les exorcistes. C'est un petit peu trouble quand même, l'exorcisme. Hein, c'est pas reconnu officiellement par le sceau du Vatican. il y en a si, quand même. Si, il y en a un bien par sûr. Il y a des charges département. d'exorcisme, par exemple, dans le diocèse de Paris. Il y en a un. Ah bon? Oui. C'est qui Ça devait se passe comment? Il doit avoir du boulot, celui-là. Hein. Je l'ai rencontré un jour, très sympa. C'est un bon diable. Hein, très sympa. Et alors, il faut voir un effet du malin dans ce qui est arrivé dernièrement à notre autre idole, Camilla. La Camilla de Charles. Oh, mais... Alors, la Camilla, il paraît qui est qu'elle porte duchesse la de Scumoni. Cornouailles, Oui. elle baptise un bateau. C'est d'ailleurs tout ce qu'on lui demande de Ouais, temps en bien temps. sûr. On lui amène un bateau tout neuf et puis elle prend une bouteille de champagne Voilà, et faut la claquer dessus, ouais. elle la casse sur la coque. Là, manque de chance, elle n'a pas pu casser la bouteille. Mais ça arrive, ça, oui. Elle n'avait pas assez de force ou bien la bouteille était trop résistante. Alors le bateau, il est parti quand même.
Et à peine était-il parti qu'il y a 200 passagers sur 500 qui ont souffert d'une grave intoxication alimentaire. Oui, alors on dit qu'elle porte un petit peu mauvaise chance. Elle porte la Schoumoun. Oui, comment il s'appelle le bateau Titanic 2? Et ça s'était déjà passé quand la princesse Anne, qui est la sœur du prince Charles, avait eu la même mésaventure. Le bateau était parti et celui-là, il avait fait naufrage. Donc, c'était la vieille qui baptisait alors, les bateaux. Quand les bouteilles se cassent pas, il faut pas prendre le bateau. Non, voilà. non. C'est enfantin. Non. Quand c'était la vieille qui baptisait les bateaux, la mère d'Élisabeth II, elle gardait la bouteille pour elle. Et elle allait se la siphonner dans les cales. Vous Il est voyez. baptisé au gin à l'époque. Mais qu'est-ce qu'il est grand et bien élevé avec ça, hein. Toujours prêt à rendre service. Et il sait déjà compter. Oh, très bien même. Surtout quand il s'agit de faire des économies. À 1 an seulement, dites donc, ça promet. Hein. Comment ça, de qui je parle? Mais enfin du U-Commerce, qui vient de fêter sa première année d'existence. Ben oui, 1 an déjà, ça passe vite, hein. En même temps, c'est aussi ça, le U-Commerce. On s'ennuie jamais avec lui. Jamais. La fête du U-Commerce, c'est du 3 au 12 janvier dans les magasins U participants. Les nouveaux commerçants. RTL. C'est vous. Jusqu'à 18h, les grosses têtes sur RTL. Philippe Bouvard et aujourd'hui à ses côtés Amanda Lear, Jacques Maillot, Carlos, Jean Amadou et Bernard Mabille. Bon, faut dire un mot de Miss France, hein. Elle est ravissante. Ça y est, c'est fini, c'est terminé. Allez, Bon, hein. elle est recouronnée. Camilla aussi, mais c'est au genou qu'elle est couronnée. Et elle a été très contente. Alors, est-ce qu'elle va faire équipe avec sa redoutable patronne? Ah, madame... Oui, elle est d'ailleurs caricaturée dans Charlie Hebdo, Madame Poirot. C'est facile à faire. Hein. Si on risque bien le chapeau, on a le reste facilement. Alors, il y a le chapeau, il y a le reste qui est en dessous, et il y a ce titre qui manque de galanterie, mais on est là pour tout dire, hein. La burqa pour le vieux tas. C'est vraiment pas gentil. C'est pas gentil parce qu'elle est pas moche. Et puis, une autre nouvelle de Charlie Hebdo. Les détenus de l'ouest de la France recevront gratuitement Ouest France dans leur cellule, c'est vrai d'ailleurs. Le comte de Monte Cristo va enfin avoir accès aux horaires des marais pour pouvoir s'évader du château d'If. Ça c'est drôle. Les détenus, ils préféraient recevoir Libération. C'est vrai. Excellent. Alors, c'est pas fini l'affaire Valérie Bègue, parce que d'après les renseignements confidentiels qui me sont parvenus, on aurait retrouvé un autre cliché compromettant. Là, elle serait entièrement nue. Et en train de... et elle sucerait son pouce. Mais la photo remonte à une vingtaine d'années. Hein. Ah oui, mais est-ce qu'il y a du yaourt sur le pouce? Parce que là... Non, il y a son ongle. Ah ouais, parce en fait, elle utilisait son oncle. C'est une curieuse façon de manger le yaourt, quand même, le sortir du pot, l'étaler sur un arbre. Elle est curieuse. Surtout que c'était un marchand de fripes qui lui avait demandé de faire ça. Donc on comprend pas bien. Hein. Ça n'a jamais été expliqué. Vous avez raison, monsieur Mabille. C'est bizarre. Hein. Oui, bizarre. Hein. Un yaourt avec des petits morceaux de quelque chose ou... Oui, même pas. Non. Le vendeur était parti. Mais bah oui. Ah bah évidemment. Il est parti avant, oui, c'est sûr. S'il livre en ville, c'est normal. Alors, vous avez vu qu'on a publié, comme chaque année, la liste des présentatrices les plus glamour, des présentateurs aussi de la télévision, et nos amis Laurence Ferrari et Harry Roselmack sont en bonne place dans les deux palmarès. C'est lui le plus beau, ça. Mais comme d'habitude, eh ben il n'y a pas de palmarès des hommes de radio les plus glamour. C'est dommage. Philippe. Alors vous me direz que c'est parce qu'il n'y a pas d'image, mais c'est justement parce qu'il n'y a pas d'image qu'on aurait pu remporter le titre. Hein. Oui, quelle importance, puisqu'on sait qu'on est les meilleurs de toute façon. Vous le savez, donc pas à peine qu'on vous le dise dans les journaux. Quand il y en avait une, c'est l'horloge parlante qui avait gagné une année, je me rappelle. Alors il y a quand même Mélissa Theriot qui est bien placée. Elle est bien. Charmante, d'autant que j'ai vu ses photos de vacances. Oui. Oui. Vous avez une satanée collection de nus quand même. Hein. Écoutez, je crois que pour voir habiller toutes ces personnes, il faut être très intime avec elles. Ensuite, il y a Marie Drucker, un peu plus collée montée. Pas mal non plus. Elle a été
femme d'intérieur longtemps. Oui, bah oui, avec le petit... oui, Arlette Chabot et tout. Non, alors il n'y a pas Arlette Chabot, il y a Flappy Flavand. Flavie Flavand. Oh, j'arrive pas. Elle est bien, elle est et bien. Et puis il y a Virginie Efira. Et qui est bien aussi. Ah, oui. En revanche, je n'ai pas trouvé Sandrine Quétier, qui est intéressante. Elle est bien, Sandrine intéressante. Quétier. Enfin, moi, j'ai pas vu toute l'image parce que elle est assez grande, mais sous la ceinture, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien acheté. Ouais. Et puis, il y a Cécile de Minibus. Ah oui. Ah, ben oui. Elle est bien, l'œil qui frise, elle est jolie. Ouais. Et puis, alors, il y a Nikos Aliagas qui se... Dans les filles Dans les filles, non. Oui. Ah non. C'est pas parce qu'il est grec. C'est pas parce qu'il est grec qu'il faut extrapoler. C'est pas bien. Il est prêtre orthodoxe. C'est pas gentil. Il est prêtre. Il est prêtre. Il fait des mariages. Il est prêtre orthodoxe. Ah, c'est absolument. Bien. Ah bon? Ah ouais. Ça, vous saviez pas ça? Non. Ah. Il est prêtre et toutes les semaines, il fait des... Ah bon? Quand tu dis une connerie, là. Non, je dis pas de conneries. J'ai parlé avec lui longtemps l'autre jour et je te jure qu'il est prêtre orthodoxe et qu'il chante les cantiques et qu'il marie. D'ailleurs, si vous avez besoin de quelque chose... Oui, bien sûr. Il peut être exorciste à la télévision, alors. Donc. Oui, très bien. Parfait. On serait plus là longtemps. Hein. Marrant, alors, au moment où on a parlé des vacances jugées par certains un peu trop riches de notre président, on s'est penché sur la façon de se conduire de la plupart de ses homologues ou des chefs de gouvernement. Bon, il y en a qui mènent beaucoup plus grand train et aux frais de la princesse, pas au crochet d'un ami. Il y en a qui sont beaucoup plus discrets. Alors Angela Merkel, elle part seule avec son mari, et une personne pour l'accompagner. Et elle fait pas de frais de toilette, parce que je sais pas où elle s'habille, mais alors... Non seulement elle fait pas de frais de toilette, mais il y a qu'à voir ses photos pour s'apercevoir que elle dépense pas beaucoup en produits de beauté. Ah Vous l'avez nue aussi, non? Même les soldes... Alors non, je ne l'ai vue qu'habillée, elle. Même les soldes de chez Tati, c'est mieux que... Il y a Gordon Brown, qui, contrairement à son prédécesseur Tony Blair, qui se faisait inviter par des amis milliardaires, a une toute petite maison, même pas au bord de la mer. Pauvre petit. Il y a Romano Prodi qui conduit lui-même sa voiture, qui charge ses bagages et qui s'en va sans demander rien à personne. Giscard le faisait. Il conduisait sa voiture, il chargeait ses bagages. Il rentrait dans les camions de lait, il faisait tout lui-même. Il recevait les éboueurs. Et donc, évidemment, il y a le train de vie de George Bush, mais un énorme avion. Oui, c'est ce qu'on appelle les Fred Bush. Les Fred Bush sont très, très importants. Pour transporter ce qui trimballe, il faut un gros avion. Mais les États-Unis sont un pays riche, alors ils ont les moyens. Si vous voulez encore faire des cadeaux, les fêtes sont passées, mais quelquefois on a oublié... On a tout le mois, je crois. On a tout le mois. Alors je vous conseille du chocolat, mais présenté sous la forme de sein féminin. C'est-à-dire, c'est une reconstitution d'une très belle poitrine. Si t'as les seins de Birkin, il n'y a pas grand-chose dans la boîte. Là, on fait pas une indigestion, là, au moins. Pour les seins de Carla Bruni, t'as pas grand-chose. Et donc, vous prenez tous les jours un petit bout du sein. Et ça fond dans la bouche? Et ça fond dans la bouche. C'est du chocolat au lait? Et puis alors, autre chose, ça vient d'Italie. Peut-être qu'Amanda est déjà au courant. C'est une chaussette d'alarme. Quand tu pues des pieds, ça sonne. Non. La chaussette d'alarme, vous la mettez, c'est pour les dames, vous la roulez sur votre sac, et si on essaie de vous l'arracher dans la rue, comme paraît-il, ça se pratique souvent là-bas, ça sonne. Ça se met à hurler en plusieurs langues. Ah oui. Mais pourquoi il faut que ça soit une chaussette? Mais c'est pour dissimuler le dispositif. Stratagème. Voilà. Ah d'accord, on met l'alarme dans la chaussette. Oui. Ah bon? Moi je connais une vieille dame qui s'est fait comme ça il y a une vingtaine d'années. Elle s'est fait agresser à Rome. Elle était déjà assez âgée à l'époque par un mec qui a essayé de lui arracher sa chaîne en or. Comme elle s'est accrochée à lui, elle a hurlé, elle s'est accrochée à lui, il avait aussi une chaîne en or. Ils se sont arrachés mutuellement. Or, il s'avérait que celle de la dame était fausse et celle qu'elle a piquée était vraie. C'est une histoire morale. Donc, une grande histoire morale.
Il y aura un enregistrement des grosses têtes demain. Nous serons le jeudi 3 janvier. Rendez-vous à 10h dans le grand studio RTL. Philippe Bouvard, ses sociétaires et 2 invités d'honneur, Mathilde Amé et Jérôme Savary. Vous avez bien noté, on compte sur vous demain à 10h à RTL. Ça va être notre premier auditeur du fond de la salle de l'année. S'il veut bien se donner la peine de venir jusqu'à nous, il arrive de Lille pour faire plus amplement connaissance avec les grosses têtes. Bonjour, asseyez-vous, cher ami lillois. Bonjour. Quel est votre nom? Pascal Courtecuisse. Vous appelez Courtecuisse? Oui. Oui, oh, dites donc, ça doit être difficile à porter ce nom-là, surtout quand on est grand et svelte comme vous. Hein. Oui, mais bon, quand on est plus jeune, oui, mais bon. Après, ça passe. Ouais. Mais au départ, on souffre. Au départ, quand on est jeune, oui, il y a la raillerie. Qu'est-ce que vous avez entendu? Un peu de tout, hein, vraiment. Oui. Longue, courte. Il n'y a pas que la cuisse qui est courte, voilà. etc. Ouais, c'est ça. Donc, et vous n'avez pas eu la tentation de changer de nom? Non. Vous auriez pu vous appeler Fesmol ou... C'était peut-être pire aussi. Hein. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie en dehors de vous appeler Courtecuisse? Donc, je suis conseiller technique au ministère de l'Intérieur. Oula, pardon. Si j'avais su ça, je vous aurais parlé sur un autre. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, monsieur le conseiller. Excusez-moi. C'est une courte cuisse de poulet. Ouais, vous voyez, ça commence. Alors, vous conseillez Madame Alliot-Marie? Oui, alors donc c'est tout vous ce qui lui conseillez de s'accrocher en ce moment? Tout ce qui est formation initiale des policiers en France, donc les gardiens de la paix, les adjoints, les officiers. Vous les formez? Voilà, on prépare leur programme de formation en fait. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme? Il y a la condition physique déjà pour un policier. C'est important quand même. Voilà. Tout va être dans le poignet. Le jeu de cartes. Le jeu de cartes, il faut savoir le sortir quand il faut. Savoir résister à la chaleur quand on contrôle une voiture qui est en train de flamber. Aussi. Le mode d'emploi du taser, puisque maintenant... Le mode d'emploi du taser, oui. C'est un produit qui est... c'est terrible. Le pistolet à impulsion électrique, donc, qui est sorti l'année dernière. Il paraît que ça consomme encore moins qu'un fer à repasser. Oui, c'est vrai. Et on va en sortir d'autres dans pas longtemps qui vont encore consommer moins. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a pas quelque chose d'un peu plus culturel au programme des futurs policiers? Ils apprennent à jouer à la bataille quand ils sont dans les cars. Oui, dans le haut de la hiérarchie. Nous, on s'occupe de tout ce qui est technique. Oui, mais il n'y a pas la façon de s'adresser aux gens dans la rue. Ça, c'est très important aussi. Il y a la protection du citoyen, la galanterie, baiser la main des automobilistes, dames. Oui, femmes, tant qu'à faire, oui, parce que sinon... En tout cas, je sais que la révolte dans l'air. Les policiers nous écoutent beaucoup, ça, je sais. Oui. Parce que quand ils sont garés, vous savez, les CRS dans les fourgons, ils passent des heures à attendre, ils nous écoutent. Ils ont une grosse matraque à la main, toujours. Toujours. Surtout quand un mandat ouvre la porte. Tu crois qu'ils écoutent les grosses têtes? Oui, ils me l'ont dit, les quelques policiers que j'ai fréquentés. Oui, j'ai vu deux policiers arrêter un pauvre mec l'autre jour. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez pas vu le feu rouge? Il dit non, je suis daltonien. Il dit, il n'y a pas de feu rouge en Daltonie. Voilà, ça peut faire partie de la formation d'un policier. Ça peut faire partie. Parce que, l'humour et le maintien de l'ordre, ça peut aller de... Non, je suis pas sûr. Pas vraiment. Ils se font de la gueule, mais ils font de la gueule des mecs, plutôt. Ouais. Mais vous avez été policier avant d'être conseiller? Oui, donc vous savez de quoi je parle. Vous étiez sur le terrain, en uniforme ou en civil? J'ai commencé en uniforme. En uniforme, oui. Et après, tenue de camouflage. Il vaut mieux. Aujourd'hui, oui. Il y a beaucoup de tenues de camouflage. Après, ils vous ont habillé en civil parce que les cuisses étaient trop courtes. Aussi, oui. Donc, ça a continué. Et ça continue maintenant avec vous. Mais c'est dur le terrain, hein? Oui, aujourd'hui, oui. Pour les policiers, c'est... Vous êtes allé dans certaines banlieues? On va faire des petits stages de temps en temps pour voir un peu ce qui se passe sur le terrain. Des stages avec les grands frères? Voilà, avec les grands frères. Oui. Donc ça nous permet de... Mais où vous faites des stages? Parce qu'on ne peut pas aller dans les halls d'immeubles, c'est interdit. C'est interdit, donc on reste un peu sur l'extérieur. Ah oui, à l'extérieur des banlieues. Voilà. Quoi. Oui. C'est plus sécurisant pour nous, si vous voulez. Hein? Oui, mais ça, c'est un exercice. Oui. Ils vous apprennent à faire des brochettes sur une Twingo quand elle brûle. Voilà. C'est pas rigolo. Non, c'est pas rigolo. Et puis, il y a toutes les tâches qu'on confie aux policiers. Il faut qu'ils sachent tout faire, les policiers. Un policier, il faut qu'il sache faire beaucoup de choses aujourd'hui. Ah oui. Les menottes, ils les passent pas de la même façon que dans les séries américaines. Hein? Non, c'est différent. Parce que dans les séries américaines, on met les bras derrière, et là, ils les mettent devant. Ce qui fait qu'on peut se gratter là où c'est des morts.
Non, je cherche. Je cherche à voir le bon côté des choses. On peut faire pipi si. On peut faire pipi. Pour faire pipi. Oui. Ah oui, sinon on est obligé de demander à quelqu'un. Aux États-Unis, ils sont obligés de demander à quelqu'un. Et oui. Il y a beaucoup de flics dames aux États-Unis, vous l'avez remarqué. C'est très gênant de dire à une dame, voulez-vous, s'il vous plaît, m'aider. Surtout parce que là, en France, au moins, on est. Aux États-Unis, ça te permet de. Il arrive que l'intéressé soit secoué sans avoir besoin de faire pipi. Mais vous la secouez, si vous l'avez longue avec les menottes, vous êtes là comme ça fait vantard. Ne rêve pas, allons Jacques. Bon, écoutez, on est heureux que vous ayez pris ça avec le sourire, mais peut-être que ça sera le nouveau credo de la police aujourd'hui, l'ordre et le sourire. Absolument. Merci, monsieur Courtecuisse. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, de 16h à 18h sur RTL. En ce début de l'année 2008, mes chers complices sont Jean Amadou, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Amandalire et Carlos. Et puis notre invité d'honneur, chaque soir, sur la scène du Petit Montparnasse, il fait revivre et mourir Romain Gary, Christophe Malavoie. Bonjour Christophe Malavoie, asseyez-vous et considérez-vous maintenant comme placé en garde à vue. Christophe Malavoie, vous êtes comédien, vous êtes auteur, vous êtes cinéaste, vous êtes metteur en scène, vous êtes dessinateur, vous êtes cuisinier, vous êtes imitateur, vous êtes chanteur, vous êtes pianiste. Le temps nous manquant, dites-nous plutôt ce que vous ne savez pas faire. Qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Vous exagérez un petit peu, là, Philippe. Bricoleur? Ah oui. Moi, je ne suis pas un très bon bricoleur, oui. Bon. Il y a plein de choses que je ne sais pas Non, faire. parce qu'il faut quand même trouver un petit manque, hein. Oui. Éprouvez-vous, lorsque vous vous retrouvez sur la scène du Petit Montparnasse, la grande solitude du one-man show? C'est quelque chose que je découvre pour la première fois, oui. C'est quelque chose qui n'est pas du tout évident d'être seul face au public avec... Et seul en coulisses avant aussi, hein. Seul en coulisses, Oui. seul dans sa loge, avec généralement, quand on va au théâtre... avec les uns et les autres, on se retrouve. C'est une petite famille. Voilà, donc et là, vous avez l'impression d'être orphelin. C'est une solitude et en même temps, avec tous les personnages que j'incarne, dont je parle. On oublie que vous êtes tout seul. Oublie que je suis tout seul. À qui tenez-vous la main au moment des rappels? Et à qui parce que c'est le geste des... Et c'est surtout d'ailleurs au moment des saluts qu'on se sent très seul. Et on se dit, tiens, je suis tout seul. Enfin, il y a un bon moment, c'est d'être seul au moment du partage de la recette. Oui, en quelque sorte, mais en même temps, c'est une épreuve et en même temps, c'est une expérience très enrichissante en tant que comédien. Quand on n'a pas à partager, on s'enrichit plus facilement. Hein. On s'enrichit plus facilement, oui, c'est vrai. Mais... Comment un père de famille aussi rangé que vous peut-il se glisser dans la peau d'un séducteur aussi frénétique que Romain Gary? Mais parce que j'ai toujours été aussi proche de la séduction, je n'ai pas... Oui. Je n'ai pas... Pourquoi? Parce que je suis marié, j'arrêterai de séduire... Non, au contraire. Bon? Oui. Ah, vous n'êtes pas un mari Pourquoi fidèle? Pourquoi se ranger alors? Non, moi je suis pas... c'est pas une question de fidélité. Non, ça me regarde absolument pas, mais Madame Malavoie, que j'ai eue au bout du fil hier, m'a dit, si vous pouviez, sans trop insister, parce que elle dit souvent le soir il s'absente. Oui, oui. Bon, que vous reste-t-il de vos talents d'imitateur? Mais je ne fais plus d'imitation. À l'époque, j'ai commencé à gagner ma vie en faisant des imitations. Alors, vous imitiez Alain Barrière, hein? J'imitais l'époque. Oui, j'imitais Alain Barrière. Vous vous souvenez comment c'était Alain Barrière? Ma vie. Ah, je reconnais les paroles. Il y avait aussi Yves Montand. Yves Montand, oui. Yves Montand, c'est les feuilles mortes se ramassent à la pelle.
Tu vois, je n'ai pas oublié. c'est bien. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Ah, il manquait pas d'air, hein. Il y avait aussi Mouloudji à l'époque, hein. Oui, Mouloudji qui chantait... petit coquelicot. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être... oui, il y a longtemps que j'ai pas fait, donc... Et puis alors, sur le plan politique, alors c'est venu plus tard, il y avait Giscard, hein, qui a été beaucoup imité, notamment par notre ami Jacques Maillot. Alors il y avait des voix, j'ai imité des voix effectivement, des voix d'hommes politiques, de comédiens. Giscard était quand même... Giscard était donc le président de la République, comme vous le savez, oui, et qui s'est opposé à une certaine époque à François Mitterrand. Oui. Et alors, Mitterrand qui était quelqu'un aussi qui disait les choses clairement, qui voulait parler aux Françaises et aux Français. Mais pourquoi tous ces gens parlaient-ils comme ça pour être imités? Parce que c'est pas normal de parler comme ça. Parce que avant de se présenter aux élections, ils travaillent leur voix pour être imités et gagner effectivement en popularité. Et puis, alors là, il y a deux imitations qui vous rendent un grand service dans le spectacle actuel, c'est De Gaulle et Malraux. Parce que De Gaulle fut le patron, le grand patron de Romain Gary, et Malraux, un de ses inspirateurs, hein. Absolument. De Gaulle a été... Romain Gary donc, a rejoint De Gaulle en 1940. Est-ce qu'on pourrait encore parler le soir des vœux, comme parlait De Gaulle? De Gaulle, c'est vrai que c'était en même temps une présence et une façon de parler. Et Faubourien, un peu faubourien. Oui, il y avait l'élan, en même temps la conviction, le sentiment, la force, la puissance, il y avait... et le culot. Et l'audace. Et de dire... alors effectivement, avec Romain Gary, il lui dit... quand Romain Gary vient le voir à Londres en lui disant qu'il va partir sur un théâtre d'opération extérieure, il lui dit une phrase terrible. Hein. Il lui dit d'abord ils ont essayé de virer lors d'un vol d'entraînement avec le commandant qui leur refusait de faire partie des unités anglaises pour voler et aller bombarder l'Allemagne nazie. Donc ils ont décidé un jour de supprimer ce commandant chénévrier de l'avion. Donc lors d'un vol d'entraînement, ils le mettent dans l'avion et ils décident de le virer, comme le prétexte étant que le gars aurait paniqué, aurait sauté en parachute, mais que malheureusement le parachute... Et il vient voir le général pour lui dire au revoir. Donc il se retrouve dans le bureau de Gaulle, l'autre l'accuse, lui réclame le peloton d'exécution contre lui. Et De Gaulle l'écoute, il plaide son amour pour la France, etc. Et De Gaulle donc lui dit très bien, allez-y. Et après un court moment de réflexion, il y ajoute « Et n'oubliez pas de vous faire tuer !» Merci Christophe Malavoie, mais vous restez à la disposition de la radio. RTL, les grosses têtes, Philippe Bouvard et son invité Christophe Malavoie. Est-ce que vous n'avez pas été choqué quand Romain Gary a dit « Gandhi a fait la grève de la faim toute sa vie, mais à la fin, il a fallu l'abattre à coups de revolver ». C'était d'une méchanceté, un signe, hein, ça. Oui, mais il y avait en même temps chez Romain Gary le goût aussi de provoquer, ce forme de cynisme, d'humour, qui réveillait en même temps les consciences. C'est quelqu'un qui n'a jamais manié la langue de bois et qui a toujours essayé de provoquer, puis de dire des vérités que beaucoup de gens cachaient. Et comment se fait-il qu'il ait été diplomate alors que justement il ignorait la langue de bois? Parce qu'il avait une grande intelligence, je crois que c'est son intelligence. Oui, et son cela sens dit, il n'a jamais accédé au statut d'ambassadeur. Hein. Non, il est toujours resté... C'est consul général. Consul général, ce qui est pas mal, mais c'est vrai qu'il faisait un peu peur, mais il a toujours été très bien noté par sa hiérarchie, et il a fait beaucoup de bien à la présence française aux États-Unis. Et puis c'est quelqu'un qui avait effectivement beaucoup d'entre-gens, qui a connu... D'abord, il a épousé une star hollywoodienne, Jean Seberg. Oui, on va en parler, parce que ça, il y a des zones d'ombre. Il a connu également... Il a connu beaucoup de femmes. Hein. Il a connu effectivement beaucoup de femmes. Même sa mère lui disait « Mon fils, tu seras ambassadeur et tu aimeras les plus jolies femmes. » C'est ce qu'il a dit.
Qu'est-ce qu'il connaît un peu, les œuvres de Romain Gary? Les Racines du ciel. Oui. Ah, bah c'était son prix Goncourt, hein. Oui. Enfin, le vrai, le sien. Un des deux prix Goncourt. Deux fois le prix Goncourt. C'était le premier prix Goncourt, un livre écrit en 56 et qui est vraiment pionnier. Écolo avant la lettre. C'est quelqu'un qui, c'est le premier ouvrage écologique sur le massacre des éléphants. C'est la première fois qu'on parlait d'écologie, enfin l'une des premières fois. Donc il est très très en avance. Il était bel homme, hein, Amanda. Ah, je sais pas, j'ai jamais rencontré. Non, mais attendez, Louis XIV non plus. Si, Louis XIV, il l'a vu. Non, mais elle a vu des photos de Louis XIV. Des photos de Louis XIV. T'as vu sa Il y a plusieurs Romain Gary. Bon, il y a l'aviateur, triomphant. Il y a l'aviateur, le compagnon de la Libération, il y a en même temps donc le diplomate, il y a l'écrivain, il y a le cinéaste. Il a été multiple. Il y a le people, c'était un des premiers people. Là. Oui, effectivement, oui. Et pourquoi Émile Ajar? Alors Émile Ajar, parce que vers la fin de Romain Gary, donc a toujours vendu quand même beaucoup de livres. Il a eu le prix Goncourt, comme on le disait, avec Les Racines du ciel, et ensuite il a été de plus en plus un peu attaqué par la critique. Il disait qu'il n'avait plus rien à dire, qu'il était en fin de course, et puis sa vie, effectivement, qu'il mettait au devant. Il ne détestait pas les canulars, hein. D'abord, il adorait aussi, il cherchait les moyens aussi de s'amuser dans sa vie et il a toujours essayé de renaître, de retrouver ce sentiment de la première fois. Donc il s'est amusé, effectivement, à inventer un personnage qui s'appelle Émile Ajar pour renaître un peu de ses cendres. Il était critiqué, vilipendé par la critique d'un côté, et il a créé ce phénomène, cet Émile Ajar, avec lequel Émile Ajar est devenu encore plus connu et plus célèbre que Romain Gary, et il a obtenu un deuxième prix Goncourt. Oui. Alors, sous un nom qui n'était pas le sien, et en poussant devant lui quelqu'un qui n'avait jamais écrit une ligne, mais qui était son propre cousin. Qui était son petit cousin, qui était effectivement, qui voulait devenir également écrivain, mais qui avait une trentaine d'années, et qui a incarné Émile Ajar auprès de la presse. Ça a duré combien de temps avant qu'on évente ça a duré pendant 5 ans, et c'est Pavlovitch alors qui jouait c'est Pavlovitch qui jouait Émile Ajar. D'abord, Émile Ajar, au début, était un auteur inconnu qui, paraît-il, habitait le Brésil, donc tout le monde essayait de savoir qui c'était. Et ensuite, il l'a incarné avec son petit cousin, Paul Pavlovitch, et ça a duré pendant 5 ans, et Romain Gary n'a pas révélé la supercherie, il a attendu la fin. Alors, je me suis demandé ce que les Goncourt avaient pensé à l'époque de ce canular dont ils avaient été directement la victime. Et comme nous avons un grand ami qui fut longtemps des nôtres, qui siège chez les 10 depuis 37 ans, et que c'est Robert Sabatier, eh bien, je vais lui poser la question. Robert Sabatier, bonjour et bonne année. Bonjour Philippe, bonne année à vos invités, à toute la salle. Tout le monde vous embrasse. Alors, vous êtes arrivé chez les Goncourt en 71. Oui. Vous avez peut-être fait partie de ceux qui ont voté pour Ajar. Oui, alors je vais vous dire quelque chose, une confidence. J'étais à l'Académie Goncourt le seul qui était un ami de Romain Gary. C'est-à-dire qu'on déjeunait souvent ensemble, nous nous entendions très bien, il me faisait des confidences, il m'en a même fait après la mort de sa femme, qui était tragique, et je lui ai posé la question un jour, je me souviens chez Lippe, je lui ai dit, Romain, je crois que nous sommes assez amis pour que vous me le disiez, je ne dirai rien à personne, Ajar, c'est vous? Alors là, il s'est mis en colère, il m'a pris par les pans de la veste, il m'a secoué, et il m'a dit, comment pouvez-vous, vous, un vieux camarade, oser affirmer que j'ai écrit ces bouquins avec lesquels je n'ai rien à voir? Alors là, vraiment, je vous donne ma parole que je n'y suis pour rien. Alors là-dessus, je me pointe à l'Académie Goncourt, et je dis, j'ai interrogé Romain Gary. Eh bien, il m'assure que c'est pas lui, et je le crois. Parce qu'il y avait une suspicion parmi vos collègues. Oui, il y avait des chauds et froids. Tantôt, on disait que c'était lui, tantôt c'était pas lui. La plupart pensaient que c'était pas lui. Moi, après, j'étais un peu partagé. Je m'étais dit, il s'est trop mis en colère, il a trop nié pour qu'il n'y ait pas quelque chose. Là-dessus, on vote, il a le prix Goncourt. Alors là,
peu de temps après, on a su que... Alors, Hadjar est venu déjeuner, comme c'est la tradition, oui, avec voilà, vous. tous les Comment mois. ça s'est passé, ce déjeuner, le jour où le prix lui a été décerné? Ce jour-là, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. À l'époque, il n'était pas de tradition que l'Académie rencontre le lauréat. Bon. On lui donnait un ticket restaurant, mais on ne l'invitait pas. Voilà. Bon, puis il était pris par la presse. Par la suite, vous avez été amené à le rencontrer, Hadjar? Oui, bien sûr. Et sa conversation ne vous a pas alerté? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Simplement, l'Académie Goncourt n'a pas pris ça si mal que ça. Je veux dire, il y a eu une petite gêne, puis au bout d'un moment... l'humour l'a emporté. Je veux dire, des amis comme Hervé Bazin, Armand Lanoux, quelques autres, on s'est dit, après tout, est-ce que c'est pas le rêve de tout écrivain de ressusciter comme ça? D'ailleurs, d'autres l'ont fait. Voltaire l'a fait, Apollinaire l'a fait, et puis, finalement, ça a été admis. Et moi, j'ai pensé, c'est la preuve par 9 que Romain Gary avait un immense talent puisqu'il était capable d'être deux écrivains à la fois. Voilà. Bon, écoutez, c'est bien d'avoir pris ça avec humour et de pas avoir voulu lui retirer le prix comme on a voulu retirer sa couronne à Miss France, hein. Oui, en effet, on n'y a même pas pensé. D'ailleurs, on était tous... On avait adoré ce livre, on avait adoré le précédent et voilà, finalement, tout est bien. Par la suite, j'ai revu Romain Gary. On n'en a même pas parlé, d'ailleurs. Combien de livres vendus par Hadjar? Je sais pas, mais ça a dû côtoyer... Énorme. Oh, c'était l'époque où on en vendait beaucoup, hein. Oui. Beaucoup plus qu'aujourd'hui, hein, Robert Sabatier. Ça dépend des années, hein. Il y a des années où c'est énorme. Gros tirage. Oui, ça dépend de votre choix aussi, hein. Ça dépend du choix. Bon, merci en tout cas d'avoir tourné pour nous cette page de l'histoire littéraire. Merci Robert Sabatier. Dans un instant, retour des grosses têtes sur RTL. L'invité d'honneur de Philippe Bouvard est le comédien Christophe Malavoie à propos de la pièce qu'il joue actuellement au Petit Montparnasse à Paris, une pièce qui s'appelle Gary Hadjar. Pourquoi avez-vous arraché des plans d'organismes génétiquement modifiés ? Ah oui, j'ai participé une fois ou deux à ce genre d'action, simplement par civisme et par sentiment de responsabilité face un petit peu à ce que j'ai envie. Par civisme au moment où la loi l'interdisait, c'était pas très civique. Mais vous savez, de temps en temps, il faut être hors la loi pour faire avancer les choses. Ouais, donc, bon, aujourd'hui, on sait plus très bien, aujourd'hui. Oui, mais en même temps, on sait ce qu'on a envie de manger dans son assiette. José Bové a commencé une grève de la faim. Oui, pauvre Gilbert. Après les réveillons. Il a commencé une grève de la faim parce qu'il ne trouvait plus de maïs. Oui, et les McDo sont fermés. Non, mais il faut défendre ce qu'on a dans son assiette et je crois que c'est quelque chose aussi d'une responsabilité quotidienne de chacun. Il faut faire attention de pas renouveler, recommencer des erreurs qu'on a commises avec l'amiante, avec un nombre de choses dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'elles sont cancérigènes, néfastes pour l'organisme et la santé. Et on n'est pas du tout sûr aujourd'hui que... Vous ne pensez pas qu'il faut arracher les portables aussi parce que... il y aura beaucoup de choses aussi oui, on pourrait faire le ménage, il y aura pas mal de choses. Est-ce parce que vous avez des racines charentaises que vous avez voté au premier tour pour Ségolène Royal? Non, pas spécialement. J'avais rencontré Ségolène Royal, j'avais présenté le film que j'avais réalisé l'année dernière, Zone Libre, que j'avais tourné en Charente avec avec la région, avec le soutien donc de la région. C'était un petit renvoi d'ascenseur, quoi. Oui. Non, au début, j'ai cru à Ségolène Royal. Oui, elle aussi. Oui. Et pourquoi vous l'avez abandonnée au second tour ? J'ai trouvé que c'était... je ne vais pas m'étendre sur la politique. Il ne faut pas vous étendre sur elle, d'autant que... Non, j'ai trouvé... j'étais très, très déçu, comme un certain nombre, je crois, par, en même temps, les discours, les ambitions et les tactiques, les manœuvres qui sont c'est bien. Il faut se rendre compte des réalités. Combien de temps faites-vous cuire votre gigot de 7 heures ? Là, je parle au cuisinier, hein. 7 heures, il faut... C'est pas plus. Ça dépend de la grosseur. Monsieur Maillot, 8 heures. Au moins, ça dépend c'est 8 heures à 100 degrés, normalement. Ça dépend de la température. Vous mettez la veilleuse du four et ça suffit, non. Ou alors, il faut vraiment que
6 heures si le gigot a une courte cuisse. Ah bah voilà. Non mais ça dépend de la grosseur de la bête. Et vous faites une petite sauce brune avec? Oui, bah je le fais avec, je le mets en même temps de l'ail en robe de chambre. Vous mettez de l'ail dans votre gigot de non, je mets l'ail, je mets autour carrément en chemise. Voilà. Je mets entièrement les gousses d'ail qui fondent. Alors on a de la purée d'ail et ça c'est. Et quand la viande est cuite, elle a bruni. Voilà. Rêvez-vous toujours d'incarner le comte de Monte Cristo ou Jean Valjean? Oui, bien sûr. Oui, c'est des beaux personnages. Ce sont des personnages que j'aimerais bien faire. Et c'est vrai que Jean Valjean, j'ai encore un peu le temps, mais c'est un des très beaux personnages de la littérature française. Jean Valjean, c'est un personnage. On prend la succession d'illustres comédiens qui ont marqué les rôles. Il faut arriver avec conviction, avec du poids, avec l'expérience, mais j'ai encore quelques années. Pourquoi le général a-t-il mis plusieurs fois à la porte Romain Gary de son bureau? Quand il était à Londres, bien sûr. Oui, parce que son caractère de râleur le faisait souvent sortir de ses gonds, mais il aimait assez son culot, donc Romain Gary était quelqu'un, effectivement, qui rentrait dedans, donc c'était pas... Est-ce que c'est vrai qu'il avait surtout fait la guerre pour échapper à sa maman? C'est ce qu'il raconte, oui. C'est vrai il dit qu'effectivement, dès qu'il a commencé il s'est engagé dans l'armée, il a fait la guerre pour se libérer de sa mère par la violence. Et s'il a rallié De Gaulle, c'est parce qu'il représentait l'image héroïque d'un père qu'il n'a jamais eu. Alors c'est comme ça qu'on a présenté les choses, mais... Comment il avait rencontré Jean Seberg? Jean Seberg, il la rencontre un soir lors d'un dîner de gala au consul Elle est mariée à l'époque. Au consulat de France. Elle est mariée à un jeune avocat français du nom de François Moreuil, oui. Il s'était marié peu de temps auparavant et donc durant tout le dîner, il a pu ne s'intéresser à aucune conversation. Il était littéralement aimanté par ce regard. Vous vous souvenez d'elle? Elle était belle. Elle était très belle, puis elle avait lancé cette coiffure de cheveux très courts. Elle avait été la Jeanne d'Arc. Elle avait été la Jeanne d'Arc et puis le Bonjour Tristesse, donc de deux films qu'elle a tourné, elle avait 19 ans et ensuite elle a été avec Godard effectivement à bout de souffle. Elle a lancé cette mode des cheveux courts et elle était magnifique. Alors pourquoi, alors qu'elle avait incarné Jeanne d'Arc, à la fois vierge et martyr, s'offrait-elle à tous les hommes qui passaient, Clint Eastwood compris, hein? C'est vrai que Clint Eastwood et que Romain Gary a dû faire également, a provoquer en duel Clint Eastwood afin que cesse leur romance. Parce que c'est dangereux, là. Ce duel n'a jamais eu lieu parce que Gary disait, mais comment imaginer un consul de France embrancher une star d'Hollywood mais pourtant, j'ai vu Clint Eastwood dans les westerns, il manie bien il tire vite. Il tire vite avec lui, hein. Ah oui. Mais ça, c'était à l'épée, là. Mais elle avait vraiment un carnet de balles très rempli. Non, mais c'était, je crois, quelqu'un aussi de très fragile. Et c'était, je crois, sa grande douleur aussi, d'essayer, même pour Romain Gary, d'essayer de protéger cette comédienne qui était très jeune et qui a supporté en même temps. C'était très difficile à 19 ans. Est-ce que sa mort est vraiment imputable au FBI, comme il l'a dit, hein? Lui, il a fait une conférence de presse chez Gallimard où il a dénoncé la responsabilité du FBI, allant même jusqu'à accuser le bureau américain de meurtre. Et 2 jours plus tard, il reçoit un télégramme où la direction du FBI lui prie d'excuser les méthodes employées par leurs prédécesseurs et ils jurent que plus jamais ils ne se serviront d'informations inexactes pour salir leur adversaire. Donc c'est quelqu'un qui a été une demi-reconnaissance, là, quand même. Demi-reconnaissance d'une responsabilité, effectivement. Alors, vous vous souvenez de la mort de Jean Seberg? On l'a retrouvé dans le coffre d'une voiture, non? On l'a retrouvé dans la voiture. On l'a retrouvé sur la banquette arrière d'une voiture garée à Saint-Germain-des-Prés, dans le 16e arrondissement. Ah oui. Et il y avait 10 jours qu'elle était dans cette voiture. Alors elle a été découverte par quelqu'un qui sortait son chien. Le chien s'est approché de cette voiture qui commençait à renifler et à sentir pas très bon et donc l'odeur effectivement était très très présente et on a ouvert cette voiture, on a découvert le corps de Jean Seberg. Ça veut dire qu'à l'époque on pouvait se garer dans Paris et rester 10 jours en stationnement, ce qui est quand même une autre époque, hein. Aujourd'hui on pourrait encore, mais on verrait plus ce qu'il y a dans la voiture tellement il y aurait de contraventions sur le pare-brise. Ah oui.
Jusqu'à 18h, les grosses têtes sur RTL, Amanda Lear, Carlos, Jean Amadou, Bernard Mabille, Jacques Maillot et son invité d'honneur, le comédien Christophe Malavoie, qui joue actuellement la pièce Gary Ajar au Petit Théâtre Montparnasse à Paris. Première citation envoyée par Madame Romer de Besançon, qui a dit « On appelle les comédiens des cabots parce qu'ils se sauvent quand on les siffle. » C'est Pagnol, ça, non? C'est Pagnol. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et la deuxième citation que nous devons à Monsieur Pasquale, qui a dit « Sacha Guitry disait à tout le monde « Aime ton métier, c'est le plus beau de tous ». Il était optimiste pour les vidangeurs. Ça, c'est Pierre Dac. Auteur? Alors, c'est quelqu'un qui faisait des mots d'auteur sans être auteur, et je peux vous dire, pour vous aiguiller un peu, que c'était une dame. Ah, une dame. Françoise Giroud? Non. Non. Ah non, pas auteur du tout. Comédienne? Comédienne. Une comédienne. Françoise Roset? Non. Elle a joué Guitry? Arletty? C'était Arletty. Bonne réponse de Carlos, c'était Arletty. Mais est-ce que le vidangeur aime son métier? Est-ce que le proctologue a une vocation? Ah bah le proctologue, le proctologue a une vision du monde qu'on n'a pas. Oui, alors que le vidangeur a une vidange. Ouais. Le proctologue, c'est un visionnaire, il voit déjà qu'on est dans la... Question de Monsieur Lopez. Au Moyen-Âge, qu'était le branle? Une danse. C'était une danse. Et je vous remercie d'avoir répondu assez vite. Oui, on a fait très vite pour éviter de déraper. C'est parce que j'appréhende toujours. C'est Parkinson qui était musicien qui a inventé ça. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on ne disait pas la branle, puisque c'était une danse. Ouais. On dit la valse, on la dit salsa. Le slow. Le charleston. Ah oui, le menuet. Oui. Par contre, il y a une toute petite danse qui se fait avec une main qui s'appelle la branlette. Et voilà. C'est une danse très moderne puisqu'on peut la danser seule. Hein. Ouais. Et de plus en plus. Ouais. Après, on a du mal à s'entendre, il paraît. D'où venait à Romain Gary cette détestation et ce mépris à l'égard des Nations Unies? Bon, il a eu l'expérience, effectivement. Il était représentant du gouvernement français aux Nations Unies. Ensuite, il a côtoyé cette maison où c'était le règne du cynisme. Il le dit lui-même à un moment donné. L'ONU a été dévorée par le cancer nationaliste. Le nationalisme, surtout lorsqu'il est jeune, frais et pimpant, c'est le droit de couper des mains le clitoris des filles, de lapider les femmes adultères, de fusiller, d'exterminer, de torturer au nom des droits du peuple à disposer de lui-même. Alors donc il y allait fort sur... Cela dit, c'était très gaulien, puisque le général appelait l'ONU le machin. Oui. Bah, c'était depuis la SDN, finalement, c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de progrès là-dessus. Est-ce que la description d'Hollywood faite par Gary est crédible? Il a vécu donc à Los Angeles. Il a vécu pendant 5 ans à Los Angeles. Et oui, c'est crédible. Même si Romain Gary a toujours aussi réinventé sa vie et romancé sa vie. Donc, mais il a connu, il a rencontré. Il leur fait pas de cadeaux là. Hein. Oui, mais il a rencontré Groucho Marx. C'est très drôle. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses, des anecdotes que je raconte qui sont quand même très croustillantes. Groucho Marx qui rencontre pour la première fois, il va rendre visite à Groucho Marx, qui le reçoit en lui disant qu'il se vautre dans le sofa et qui lui dit « Ma femme est sortie, vous êtes dérangé pour rien. » Et donc, et ensuite il va rencontrer John Ford, qui était aussi un grand amateur en même temps, qui a tué des milliers de peaux rouges dans ses films, et qui était devenu le chef de centaines de tribus. Et John Ford explique, et donc Romain Gary va dans l'Arizona avec John Ford lors d'une cérémonie qui rend hommage à John Ford, et John Ford explique à Romain Gary que les Indiens ne quittent jamais leurs réserves et qu'ils se fichent éperdument du monde extérieur. Et là-dessus, quelques minutes plus tard, les Indiens se mettent à danser, etc. Et le chef indien s'approche de Romain Gary et lui présente 2 Indiens qui avaient participé à la libération de Paris. Et les 2 types qui lui parlent avec enthousiasme des petits bars du Pigalle. Imaginez la gueule de John Ford. Donc il a rencontré aussi John Huston, Gary Cooper, puis il y en a un Billy Wilder. Il y en a un grand séducteur qui était déjà vieux et qui avait des problèmes de prostate, vous vous souvenez là?
Errol Flynn. Errol Flynn, bah oui, Errol Flynn. Alors là, le portrait d'Errol Flynn en train d'essayer de satisfaire un besoin par sa naturel. petite amie de 16 ans qu'il faisait uriner sur le décor contre des toiles peintes. Donc il était effectivement... C'est bien, si c'est une petite amie très jeune, ça prouve qu'il n'y a pas de fossé entre les générations. Restez bien sur RTL. Les grosses têtes reviennent dans un instant. Les grosses têtes jusqu'à 18h aujourd'hui. Amande Dalire, Carlos, Jean Amadou, Bernard Mabille et Jacques Maillot, l'invité d'honneur de Philippe Bouvard sur RTL et Christophe Malavoie. Alors, je ne sais pas si vous avez vu qu'un sculpteur nommé Daniel Buren menace de retirer les colonnes dont il avait orné la cour du Palais Royal, qui était d'ailleurs assez zébrée. Hein. Ils vont faire les chiens, où vont-ils aller pisser ? Alors justement, je vais appeler le président de la République. Non, pas le président de la République. Le président de l'APCAA, c'est l'association des propriétaires de chiens amateurs d'art. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est bien. C'est Carolus Chambier. Monsieur Chambier, bonjour. Bonjour, monsieur Bouvard. Alors, je sais que vous êtes très, très inquiet et même assez en colère, hein? Non, on serait à moi, monsieur Bouvard. Figurez-vous que on veut nous enlever ces colonnes. Ce n'est pas tellement l'aspect artistique de la colonne qui en sort nous bloquer. Hein, des œuvres d'art comme ça, on en voit d'autres. C'est pas ça qui nous gêne. Ce qui nous gêne, nous, c'est où nos animaux vont-ils aller uriner? Oui, c'est vrai que c'était un grand rendez-vous du quartier, hein? Absolument, absolument. C'est le dernier endroit où l'on pissait, si je puis dire, bien sûr. je veux dire que, par exemple, moi, je suis propriétaire d'un magnifique caniche royal abricot, prénommé Louis-Philippe. Quand il y a eu des travaux, il y a 2 ans, au Palais Royal, qu'on a fermé les colonnes de Buren, il a fait de la rétention urinaire. Il avait pris 7 kilos. Ah oui. Pour un chien de 4 kilos. Vous voyez, on était obligé de lui faire une ponction urinaire chez le vétérinaire. Oui, en plus, un chien avec des culottes de cheval, ça la fout mal, hein. C'était très laid. Dites-moi, mais vous connaissez les raisons qui ont poussé l'auteur de ces merveilleuses colonnes à envisager de les démonter, hein. C'est parce qu'il y avait au départ un moteur électrique et on l'avait débranché. Il y avait un jet d'eau, il y avait plus d'eau. Alors il a trouvé qu'on avait dénaturé son œuvre. Absolument. La manque d'entretien, dit-il, mais enfin, je veux dire, l'entretien, il est fait par les animaux, tous les jours, quotidiennement. Et puis, je dois dire, en plus, ce que je veux dire, monsieur Bouvard, c'est que, imaginez qu'on remette le jet d'eau en marche. Oui. Et que toute cette pisse canine se mette à jaillir, comme ça. Oui. Vous croyez que c'est intéressant? Bah oui. Les jets d'eau deviendraient des jets d'urine. Ah non, je dis non. Je veux que nous gardions ces colonnes qui... esthétiquement, ne nous intéresse pas du tout. D'ailleurs, à l'époque, je dois l'avouer, je m'étais battu contre ces colonnes. Ah ben voilà. Et aujourd'hui, vous vous battez pour qu'on les conserve. Absolument, voilà. Car je ne veux pas que mon chien aille pisser avenue de l'Opéra, où il est très dangereux de marcher sur les trottoirs, qui sont encombrés de voyous japonais armés d'appareils photo, et je ne veux pas non plus que nous allions nous balader rue de Rivoli, où la circulation est infernale. En plus, il est connu que sur l'avenue de l'Opéra, il n'y a aucun arbre. Hein. Aucun, absolument. Vous pouvez le faire pisser sur la colonne de la Bastille, hein, la colonne de Juillet. Merci. Mais ça fait de la marche. Merci, Carolus Chambier. Merci. Je vous en prie, M. Bouvard, vous êtes une bonne journée, une bonne année nationale. Enregistrement demain à 10h dans le grand studio RTL. Les invités d'honneur seront Mathilde Amé et Jérôme Savary. Philippe Bouvard et ses sociétaires vous attendent nombreux demain, 22 rue Bayard à Paris dans le 8e. C'est à RTL. Alors, nous avons beaucoup de comédiens ici, hein. Ils sont tous plus ou moins comédiens. Jean Amadou a fait du théâtre à ses débuts, vous vous souvenez ? Au début, bon, c'était un peu maigre hein, comme rôle, mais bon, bon. Jacques Maillot fait un peu de théâtre. Chez Jean-Claude Brialy. Ah bah oui. Bernard Mabille ? Un petit peu. Oui, où ? Au Petit Marigny, quand j'avais fait l'adaptation de Dard, là, c'était quand même du théâtre. Ah oui. Mais puis tout seul, je me souviens, c'était un beau spectacle. Vous, Carlos, vous avez tourné dans des films ? Des films, oui. J'ai fait quelques-uns, j'ai fait... Là, quand vous vous secouiez, là, comment ça s'appelait ? Comme je secouillais. Secouillais.
Orangina, c'était ça? Ah non, c'était pas c'était de la pub, c'était Oasis. Mais t'as fait le jeu. Il a fait le juge. Oui, j'ai fait une série où j'étais un juge. C'était juge d'application des peines. J'ai fait un film avec Audiard qui s'appelait Le Cri des Cormorans. Où j'étais en alter ego avec Gérard Depardieu. Il y avait Michel Serrault, il y avait des gens magnifiques comme Jean Carmet. Oui, mais ne dites pas tous ceux qui étaient avec vous. Et puis j'ai fait Patate aussi. Avec Sylvie Vartan. Avec Sylvie Vartan. Et puis j'ai fait un théâtre. J'ai joué sur un Paris un jour avec Robert Manuel. J'étais jeune médecin. Un seul jour. Médecin malgré lui. J'ai joué sur le bateau, la croisière la croisière s'amuse. Non, la croisière théâtrale de Robert Manuel. De Robert Manuel. Oui, qui était très connu. Et puis alors, nous avons la personne d'Amanda, une comédienne à part entière, puisqu'elle joue, de temps en temps, joue toujours la comédie, même chez elle. Beaucoup de cinéma. Et alors, je lis dans les gazettes, et c'est tout frais, que vous allez figurer dans le 100e épisode d'Avocats et Associés. Avocats et Associés, c'est drôle, comme c'était la 100e, c'est vrai, elle passe là cette semaine sur la 2. Ils disent que vous jouerez votre propre rôle, mais en plus odieuse. Vous n'êtes pas odieuse. Non, mais on m'a demandé d'être odieuse, puisque je joue une alors star. Faut dire en odieuse, mais pas en plus odieuse. Moi, je suis plutôt gentil, mais le rôle voulait que je sois très désagréable, et en fait, les flics m'embarquent et on m'amène au poste. Oui. C'est Monsieur Courtecuisse qui t'engage. Voilà, Monsieur Courtecuisse m'embarque. Non, c'était très rigolo, très amusant à faire, et de temps en temps, ça fait un petit clin d'œil, et ça rappelle à leurs bons souvenirs à ces messieurs des producteurs et metteurs en scène que je suis là aussi quand ils veulent. Quand Berlusconi était au pouvoir, vous tourniez davantage là-bas. Oui, mais en Italie, c'est vrai. Ah oui, des films. Ouais. Vous avez en France, j'ai tourné quelque chose qui n'est jamais sorti, je le regrette. On parlait tout à l'heure de Virginie Efira parmi les présentatrices que vous trouvez très sexy. J'ai joué la maman de Virginie Efira dans un téléfilm qui n'est pas encore sorti, justement. Prends-moi par tous les trous. Non, quelque chose. C'est pas crédible, ça. Tu peux pas jouer la maman. Oui, c'est ce que j'ai dit au départ. Enfin, personne n'y croira. Bon, je joue sa mère. Mais on est bien d'accord. C'est ça que c'est pas sorti. Ils attendent que tu vieillisses. La grand-mère, peut-être, la grand-mère. Mais il y a eu quelque chose entre vous et Berlusconi? Non, rien du tout, c'est pas du tout mon type d'homme. Non, il aime les brunes, à forte poitrine, non, c'est pas du tout... Ah oui. Non, moi je suis pas du tout son genre, il a même pas essayé d'ailleurs. Il était tellement riche qu'il aurait pu vous en offrir une plus grosse. Ah ouais. Tu dis pas forte poitrine, Maïté aurait des chances. Mais vous savez, moi je couche rarement sur le travail, les gens avec qui je travaille. C'est vrai, il y a trop de monde, on n'est pas tranquille. Ah ouais. Tu te sens plus attiré par Prodi, peut-être, non? Non plus, non. Je trouve qu'il est moche, il a l'air d'un instituteur. C'est vraiment le Jospin italien. Ah oui, exactement, un instituteur. Il fait un peu curé qui a posé la soutane. RTL, c'est vous. Christophe Malavoie est actuellement en scène dans la pièce Gary Ajar et c'est lui l'invité d'honneur de Philippe Bouvard jusqu'à 18h. Présent également sur le plateau, Amanda Lear, Carlos, Jean Amadou, Bernard Mabille et Jacques Maillot, c'est vos grosses têtes sur RTL. Nous allons rejoindre, et pour la première fois de l'année, notre auditeur du bout du monde. Pascal de Rosier, tous les vœux des grosses têtes. Et également, tous mes vœux à tous les gens sur le plateau, principalement à Amanda, parce que je vois qu'apparemment elle est toute seule et qu'elle est, on va dire, bien entourée, mais malmenée, gentiment. Merci, c'est vrai. T'es gentil, mais... Je peux vous dire qu'Amanda, c'est un cœur à prendre, et peut-être le reste, si affinité. Hein. Ah oui, ça fait partie de mes résolutions pour la nouvelle année. Oui. Alors, quelle résolution? Un peu loin, quand même. Non, la résolution pour cette nouvelle année, c'est que je vais reprendre une activité sexuelle. Voilà une bonne nouvelle, monsieur de Rosier. Hein. On a commencé ce matin. Surtout que vous êtes comédien, vous.
Eh bien, disons que oui, j'essaye et justement c'est une de mes principales activités, c'est-à-dire que je défends toute la culture de la Réunion et ses paysages et autres. Alors vous êtes en ce moment à la Réunion et je suppose que on respire maintenant que Miss France a été confirmée. Ah oui, mais ça c'est certain. Moi j'étais fervent aussi défenseur et je remercie le comité de la Réunion qui l'a soutenu. Toute la Réunion l'a soutenu aussi évidemment. Pourquoi vous l'avez 200%. Vous l'avez défendue parce qu'elle est belle, parce qu'elle est réunionnaise ou parce que vous aimez le yaourt? Parce qu'elle est belle, intelligente, réunionnaise et parce que je m'occupe aussi j'aide un petit groupe de bénévolement, un groupe de musique traditionnelle et c'est nous qui avons fait la clôture de l'élection Miss Réunion. Donc par la suite on a découvert que on avait clôturé pour Miss France aussi, donc c'est une double fierté pour nous, voilà quoi. Oh bah c'est bien d'avoir clôturé Miss France. Dites-moi. Oh, ça y est, les gars. Dites-moi. J'avais oublié de tourner ma langue cette fois dans ma bouche et comme j'ai personne à côté, je suis tout seul, quoi, je suis emmerdé, quoi. Vaut mieux la tourner. Dites-moi, monsieur De Rosier, il me revient de la Réunion que vous écoutez les grosses têtes, mais avec une semaine de retard. Comment ça se fait? Parce que ça passe sur une radio locale et vous avez une semaine de retard comme ma sœur. Mais là j'y suis pour rien. J'ai rien fait ou par télépathie. Ça en réunion. Parce que c'est une radio qui doit enregistrer les émissions et qui décale d'une semaine et par rapport à la programmation certainement. Et donc je tenais aussi à dire bonjour à Carlos parce que je sais qu'il vient souvent par ici et chez notre cousine Maurice. Absolument, oui. Voilà. J'adore la Réunion et Maurice. Miemaou. Miem à tous, voilà. Vous ne reviendrez jamais à La Rochelle, qui est votre premier port d'attache. Si, je pense que... Mais j'y viendrai en vacances, plutôt. Oui, parce que le temps... c'est pas le même climat, hein. Là, il est... on est à 30 et quelques degrés. La nuit, le jour, c'est torse nu en permanence, les shorts en rigueur. Il y a l'île de Ré, c'est quand même agréable aussi. Les yaourts peuvent tourner à 30 degrés, hein. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vite les manger sur le caillou, et voilà, quoi. C'est ça qu'elle les a sortis du Et puis, il y a cette chanson extraordinaire. Me souviens, minanère adorée, les petits bouquets qu'on la donne à moi. Vous connaissez pas Petite Fleur Fanée? Ça fait partie de la grande culture. Petite Fleur Fanée, petite fleur aimée. Dis à l'écho, toujours. Quoi que c'est que l'amour. Ah ben voilà. C'est une île très sensuelle. Merci, monsieur De Rosier. Bah oui, apparemment. Tu peux prendre ton billet d'avion à Mandel. Non, j'ai jamais été, moi, à La Réunion. Oui, c'est chouette. Bah non, depuis qu'on m'a dit l'histoire du moustique, là, ça m'a un peu refroidi. Le chikungunya, oui. Une question de monsieur Maury de Toulouse. Quel point commun entre Beaumarchais et Rimbaud? Outre que ce sont deux grands écrivains français. Ils ont vendu des armes? Oui, ils ont vendu des armes. Bonne réponse de Carlos. Oh là là, comment tu sais ça? Elle est dedans. Je suis cultivé, excuse-moi, je suis désolé. Il est extraordinaire. Alors que Charles Pasqua, rien. Rien du tout. Sur RTL.fr, vous pouvez retrouver l'actualité des invités d'honneur de Philippe Bouvard. Et si vous cliquez sur Christophe Malavoie, là, ce matin et aujourd'hui, vous pourrez voir qu'il joue actuellement au Petit Théâtre Montparnasse à Paris la pièce Gary Ajar. Et Christophe Malavoie est l'invité des grosses têtes jusqu'à 18h. Vous connaissez Émilie? La petite Émilie. Vous connaissez la petite Émilie? Alors la petite Émilie, qui d'ailleurs a un système pileux tout à fait normal. Non, parce que Jean Dutour a créé ici la petite Émilie, celle qui perdait un à un tous ses poils. Allez-y, Philippe. Lancez-vous dans les circonvolutions pour voir et les périphrases pour arriver à la chanson. Vous allez voir, la petite Émilie est notre charmante hôtesse et elle va vous proposer des questions subsidiaires. Vous choisissez au hasard parmi les dizaines de questions. Alors, désapprouvez-vous les indiscrétions sur votre vie privée que vous ne commettez pas vous-même? Parce que vous savez, il est aujourd'hui à la mode que chaque artiste se confie, publie ses mémoires, très souvent, ou donne des interviews encore plus indiscrètes que ce qu'on pourrait faire sans sa collaboration.
Oui, mais bon, sur la vie privée, j'ai toujours effectivement essayé de préserver ma vie privée, d'être. Comment vous faites alors? Simplement, je dis non. Des petits hôtels en banlieue. Mais pour être dans les journaux ou faire parfois la une, vous le savez, Philippe, il faut aussi bien le vouloir et que ça sert parfois à certaines carrières, des gens qui sont, ça fait du bien, ou vous restez un petit peu, si vous n'êtes pas à l'affiche, vous restez toujours dans ce qu'on appelle dans la... Vous faites vendre en même temps, les journaux sont très friands de ça. Moi, j'essaie de faire avancer autre chose, plus professionnel qu'intime. Oui, parce que je trouve que ça n'a pas grand intérêt, sinon et d'abord par respect, vis-à-vis de mes enfants, de ma femme. Pourquoi j'irais me servir de leur existence et de leur identité pour faire ma propre mais publicité. Parfois, il n'y a pas les enfants et la femme sont en dehors. Parfois, c'est les maîtresses seulement. Oui. Mais les maîtresses, ça nous choque un peu parce qu'on n'est pas mariés avec des maîtresses. La prochaine fois, je viendrai avec elle. C'est ça le problème. La prochaine fois, je viendrai avec elle. Je ne sais pas si le studio sera assez... Vous avez nié avec vos maîtresses? Oui. Là? On n'aura pas de public alors? Non, il y aura un public, mais essentiellement féminin. Essentiellement féminin. Moi j'ai perdu la mienne avant-hier. Elle me faisait l'école quand j'étais en 8e. Ah, dites donc. Je faisais 2 x 1, 2 x 2, 4, c'était formidable. Ah, parce que vous avez appris à compter. À l'époque, on apprenait. Oui. Pour être directeur de théâtre, vaut mieux savoir. Jacques Maillot est auvergnat, c'est la première chose qu'on leur apprend quand même. Une deuxième question, Émilie, s'il vous plaît. Au hasard. J'ai tombé sur un poisson, là. Déclarez-vous au fisc, à la rubrique Avantages en nature, vos bonnes fortunes obtenues en S-qualité. C'est toujours le même sujet. On creuse le même sillon. Oui, ça va. Il arrive que les comédiens aient plus de succès féminin que la moyenne nationale. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, en tant que... oui, mais moi, je me suis retrouvé dans le lit de Nathalie Baye, de Charlotte Rampling, mais pas simultanément. Pas simultanément, mais c'est un gros travail. Moi, j'ai fait ça pendant 30 ans. C'est un boulot. C'est un boulot. C'est un temps plein, ça. Oui, vous savez, vous partez de chez vous et vous quittez votre lit pour aller vous habiller dans un pour autre vous déshabiller tout de suite. Voilà, en pour plus, se déshabiller et passer la journée Je me rappelle, dans un film, il était tout nu, même. Et vous êtes payé, c'est ça qui m'a toujours étonné. Vous étiez tout nu dans un film? Et j'étais tout nu, et j'ai même accueilli à l'époque Toscan du Plantier sur Péril dans la demeure, où j'ai passé une semaine carrément à poil, parce que c'était pas la peine de me rhabiller, de me déshabiller. Et donc je trouvais plus, finalement, les gens j'étais carrément, les gens ne faisaient plus attention à ma nudité, si j'ose dire. Et donc quand Toscan du Plantier est venu nous rendre visite sur le plateau, j'étais en train de fumer une cigarette à poil dans un couloir et je lui ai dit mais bienvenue et je lui ai serré la main très tranquillement. Et il vous a serré la main aussi. Et il m'a serré la main. Pas longtemps. Un des premiers acteurs à s'être remis tout nu, je crois que c'est Jean-Louis Barrault dans Drôle de drame. On le voit à un moment donné tomber dans la piscine et il est tout nu. Devant Françoise Roset d'ailleurs. Et après, ça a fait de gros progrès. Oui. Énorme. C'est Freddy. La nudité chez Michel Deville, c'est quand même quelque chose de très intéressant et ça change. Ça dépend avec qui on travaille. Enfin, il y a les fausses nudités. Il y a des messieurs ou les dames qui sortent du lit dans le plus simple appareil et l'angle ne permet pas d'apprécier la façon dont la nature les a pourvus. Ils mettent le pyjama, le haut et le bas. En plus, alors, j'ai remarqué que tous les acteurs qui, en principe, sont surpris à l'issue d'une nuit d'amour, ils ont souvent leur pyjama, et le pyjama est impeccable, pas froissé. On voit les plis comme s'il l'avait mis. Les cheveux de la dame sont impeccables aussi, pas du tout dépeignés. Et leur email n'a même pas coulé, c'est vous dire. Vous avez vu, quand ils prennent un taxi, ils ont toujours la somme exacte. Oui. Jamais la monnaie. Jamais le mec, le type qui est avec sa maîtresse, il est en train de la bourriquer. C'est joli, c'est élégant. Ils sont en train de faire la bête à deux de haut, de faire l'amour. Je préfère. Voilà.
le long du bois de Boulogne, il y a un petit studio qui donne sur le bois, et brutalement la clé dans la porte. Merde, mon mari qui arrive 8 jours avant, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Oh, le type, elle lui file ses fringues, toutes les fringues sous le lit, elle ouvre la lourde, il est à poil, et le pousse dans le jardin dans le bois de Boulogne. Il se retrouve comme un con de bois de Boulogne, il est à poil, il voit des mecs qui courent, il se met derrière. Comme ça, le jogging, c'est la mode en ce moment. Il y a un qui le regarde, il dit, vous courez toujours tout nu? Il dit, oui, c'est bon, ça me rafraîchit. Mais vous gardez toujours un préservatif? Non, uniquement quand il pleut. Sur RTL jusqu'à 18h, Philippe Bouvard, Amanda Lear, Jean Amadou, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Carlos et son invité d'honneur, Christophe Malavoie. Est-ce que vous avez déjà reçu pour vos créations théâtrales un Molière? Non. Jamais. Non, jamais. Alors, je vais vous faire entendre un extrait de cette cérémonie à laquelle assistent de nombreux comédiens. Et c'était Chevalier et Las Palais qui était l'auteur de cette reconstitution. Je déclare ouverte la 251e cérémonie des Molières qui, comme chaque année, récompensera le théâtre que le public ne va pas voir. Eh bien, nous allons passer tout de suite à la remise du Molière du meilleur acteur dans un 3e rôle pour une pièce subventionnée dans un théâtre régional de moins de 30 places, pièce adaptée en français à partir d'un texte étranger de langue non latine. Et pour remettre ce Molière, j'appelle un metteur en scène dont la réputation n'est plus à faire, puisque vous avez tous en mémoire cette fabuleuse représentation scénographique de La Mouette de Tchekhov au théâtre des Charbonniers de Roubaix, monté avec sa merveilleuse troupe de pygmées du Japon. J'appelle mon grand ami Miroslav Berniuk. Bonjour, suemo. Très émo, suemo. Ouais, c'est sa femme qui doit être contente. C'est bien rendu. C'est un peu ça. Ah, oui, c'est ça. Un sketch merveilleux. J'espère que on va l'entendre puisqu'ils vont se reproduire. Enfin, se reproduire. au sens du spectacle à Paris. Nous allons maintenant essayer de faire éclairer notre lanterne et, si possible, sans dépenser plus d'électricité qu'un fer à repasser. Pascal Boutet, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes un grand bâtisseur et c'est à ce titre que je vous appelle parce que vous êtes capable maintenant de monter une maison complètement en 3 heures. Oui, 3 heures, c'est la résultante d'un travail qui est fait en usine puisque, en fait, la complication du chantier est très faible pour construire les maisons. Bon, c'est des maisons modulaires. Donc, c'est un non, mais métier... c'est-à-dire qu'on passe sur un terrain qui, bien sûr, a été préparé, viabilisé, acheté, évidemment. Bien sûr. On passe le matin à 9h, on repasse à midi, c'est fini. La maison est montée. Bien sûr, il y a des finitions. Après, il faut à peu près une semaine pour tout finir. Mais au préalable, elle aura passé à peu près 450-500 heures dans l'usine afin d'être préparée. Dites donc, c'est un beau cadeau pour les fêtes de dire à une dame tiens, je vais t'offrir une maison. Ouais, c'est une bonne idée. Ils sont garantis combien? La garantie. C'est une garantie décennale. Hein. On est exactement dans le même fonctionnement que le traditionnel en termes de garantie. Combien de mètres carrés? Écoutez, on a 3 versions. Une version 90 mètres carrés, une version 110 mètres carrés, une version 135 mètres carrés. Ah oui. En fait, il s'agit de 4 modules au départ et après on en rajoute un pour agrandir la surface. Vous voulez dire des modules un peu comme on trouve dans les Algeco, non? Alors, Algeco, c'est comme Frigidaire. Oui. C'est un modèle, c'est une référence. En fait, on est parti de ce métier, puisque c'est notre métier de base aujourd'hui. Moi, ça fait 3 ans que je travaille dessus en recherche et développement sur l'aspect maison. Alors, c'est bien sûr une structure en acier, mais qui n'a rien à voir avec l'Algeco. On est dans des choses extrêmement robustes, puisque on est même, par rapport au tremblement de terre, on est valable. Donc, toutes nos études ont été faites suivies par des bureaux de contrôle. Et en fait, on a des murs qui viennent se fixer sur la structure acier, qui sont 27 cm d'épaisseur. Il n'y a pas de fondation, elle est posée. Si, on la pose sur des pieux en béton ou des lombrines. Ah oui, faut quand même Il y a une petite préparation préalable au terrain. Ah bah oui. Cette préparation, si vous voulez, elle se fait par nos équipes pendant que la maison se construit, quoi.
Dès lors qu'elle est démontable, il faut un permis de construire? Alors oui, elle est démontable, mais si vous voulez, une fois que les finitions sont faites, il y a quand même un peu de boulot pour les démonter. Ah oui, c'est ça. Oui. Et par contre, on est dans le respect de la norme, puisque vous savez que les normes aujourd'hui construction sont très très strictes, notamment en ce qui concerne la consommation d'énergie et la pollution, l'émanation de CO2. Donc on a travaillé autour de la norme et aujourd'hui on a une maison qui est extrêmement thermique et extrêmement acoustique. Qu'est-ce que ça peut revenir à combien une petite maison de 110 mètres carrés? La maison de 110 mètres carrés revient à 145 000 €, ce qui fait 1650 €. Ah, c'est un peu plus cher que la maison Borloo, hein? C'est-à-dire que la maison Borloo existe surtout dans les textes, mais pas vraiment oui. de fait. Vous voulez dire, elle existe dans les discours? Elle existe dans les discours, voilà. Oui, pas dans les faits, parce que, d'abord, la maison, c'est d'abord lié au foncier. Vous savez que le foncier est souvent aussi cher, voire plus cher que la maison qu'on construit. Et si vous voulez, mon engagement à moi, c'était surtout de faire une maison qui convienne, surtout au niveau de la performance thermique, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout économie d'énergie et écologie qu'on vise. En tout cas, 3 heures, bravo. 3 heures, c'est une belle perf, oui. Ah oui, ah oui. Vous vous adaptez au style de la région? Pas fatalement, puisque nous, en fait, on est en toiture-terrasse pour capter l'énergie au mieux. Ah, d'accord. Toiture-terrasse, on est on est en Vendée, nous, donc c'est vrai qu'on bénéficie d'un grand soleil. Mais partout dans toutes les régions, on a un chauffe-eau solaire, donc c'est plus facile de capter avec une toiture terrasse puisque on capte toute l'année, toute la journée la lumière. Voilà, une maison pour un petit capital quand même, mais montable en 3 heures. C'est formidable. Ça méritait un coup de chapeau. Merci. Merci, monsieur Bouquet. RTL, 16h-18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Comment il s'est comporté alors, le cousin Pavlovitch là? Il a joué le rôle de l'écrivain? Il a joué... Il était content ou il a fallu lui faire violence pour qu'il... Non, je crois... Content, ça je sais pas, je peux pas vous répondre là-dessus, mais il a été... Les rapports avec Romain Gary se sont un petit peu compliqués par la suite, parce qu'ils s'étaient mis d'accord sur les... Pavlovitch touchait à des droits sur les ventes, et petit à petit, il réclamait de plus en plus, donc... ça devenait compliqué avec donc tout ça devait aussi rester secret et Pavlovitch touchait quand même 40% des droits. Hein, quand la vérité a-t-elle éclaté? Pardon? Quand la vérité a-t-elle éclaté? La vérité a éclaté après la mort de Romain Gary, qui a remis entre les mains de Claude Gallimard et de son fils la décision de faire paraître la supercherie que Émile Ajar, c'était Romain Gary. Oui. Est-ce qu'il s'est donné la mort parce que, comme il disait, son ticket n'était plus valable? Je pense que on ne sait jamais pourquoi un homme se donne la mort. Le ticket, c'était la virilité, en fait. C'était la virilité auquel il était bien sûr très attaché. Et je le dis à un moment donné, vers la fin du texte, il a toujours eu peur de vieillir. Il avait quel âge quand il est mort? Il avait 66 ans et je crois qu'il avait aussi tout dit. Il avait vécu, c'est quelqu'un qui a vécu vraiment, qui a rempli sa vie, qui a été un guerrier, un pionnier, qui a voyagé, qui a sillonné le monde, qui a rencontré... Est-ce qu'il s'est remarié après? Non, il s'est pas remarié. Jamais. Il a vécu ensuite avec une dame pendant 3 ans, les 3 dernières années, qui est d'ailleurs... Une comédienne? Non, pas une comédienne, non, qui est venue d'ailleurs au théâtre me voir et j'étais assez troublé parce que elle a été très très emballée en même temps et très émue de voir l'évocation de Romain Gary, comme certains de ses... Roger Grenier aussi, qui était un très très bon ami de Jean Dutour, bonjour. Bonjour, monsieur Bouvard. Bonjour et bonne année. Question de monsieur Romain de Nice. Quelle est la pièce de Victor Hugo qui fut interdite pour des raisons politiques? Hernani? Non. Le roi s'amuse. Le roi s'amuse. Non. Le roi s'amuse, non? Non. Le fil à la patte? Non, c'est pas... Non, c'est un rôle titre, comme on dit aujourd'hui. Une héroïne. Lucas Borgia. Non. Ça se joue toujours? Ça se remonte de temps en temps? De temps en temps, mais bon, si les producteurs s'aperçoivent que vous avez complètement oublié la pièce, elle n'aura plus aucune chance. C'est fini. Marion Delorme? Eh ben oui, c'est Marion Delorme. C'est une mauvaise pièce. Et c'est Jean Amadou qui a répondu, C'est Jean Amadou qui a répondu. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on a interdit cette pièce-là? C'est simplement très mauvais, c'est tout. Alors, question de Madame Plaine de Grasse. Oui, très bien. À quelle occasion le comte de Lauzun devint-il duc?
quand il a menacé d'épouser, enfin quand la grande mademoiselle voulait l'épouser. Exactement, qui était elle-même duchesse de Montpensier, quoi. Elle était duchesse de Montpensier, elle était la nièce de... Voilà, et ben c'est une bonne réponse, vous commencez bien l'année. Merci monsieur Dutour. Merci monsieur Bouvard. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, de 16h à 18h sur RTL. À 18h, RTL Soirée, Vincent Parisot. Mais avant cela, nous restons quelques minutes avec Amanda Lear, Carlos, Jean Amadou, Bernard Mabille, Jacques Maillot et l'invité d'honneur de Philippe Bouvard, Christophe Malavoie. La honte de l'invité d'honneur. Ça remonte à votre jeunesse, Christophe Malavoie? La honte, oui. Alors, c'est une histoire assez tendre et en même temps, je me souviens, c'était avec mon père. Vous savez, moi, Christophe, mon père m'appelait toujours à la maison, c'était soit Cricri, Totof ou bien le Christ. Et un soir, on va donc à la messe de minuit à Noël. Donc j'avais une douzaine d'années. Donc il y avait 4 enfants et donc la messe, l'église était pleine. On essaye de trouver une place, chacun essaye de trouver une place, et moi je guide un petit peu le groupe familial, et je vois une place donc que je vais prendre, et mon père se retourne, ne me voit plus, et tout d'un coup crie dans l'église « On a perdu le Christ, où est le Christ ?» Et tout d'un coup, il m'aperçoit entre 2 personnes, je lui fais un signe, et il se remet à gueuler ah non, je le vois, ça y est, il est revenu. Il est là. La nuit de Noël, ça jette un froid. Ah oui, ça jette un froid, et j'avais tout le monde me regardait, donc j'avais un peu honte. Dernière citation qui est envoyée par Monsieur Borin, qui a dit « Au zoo, toutes les bêtes ont une tenue décente, hormis les singes. On sent que l'homme n'est pas loin. » C'est Frédéric Dard? Non, c'est un humoriste, mais d'abord un moraliste. Hein. Il a dû d'ailleurs disparaître à la même époque que Frédéric Dard. Français? Il n'était pas d'origine française, mais il écrivait un français très pur. Il était de la même nationalité. C'était Sioran. Ouais. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et l'histoire du jour, envoyée par Monsieur S. de Champigny en Belgique, va être racontée par Jean Amadou. Alors, c'est Jules et Marcel, qui sont des enfants de cœur du petit village où ils vivent. Ils sont allés en excursion à la grande ville. On peut présenter comme ça. C'est un Belge qui a envoyé l'histoire que ça se passe à Bruxelles. On leur a donc accordé 1 heure de liberté avant de reprendre le bus du retour. Ils sont un petit peu fourvoyés, ils vont dans le quartier chaud, ils se baladent, quoi, et ils voient l'entrée des artistes d'un striptease, et ils pénètrent dans l'édifice du striptease. Et dans les coulisses, ils sont là, ils regardent, ils voient les rondeurs des girls en action, et tout à coup, Marcel constate que Jules ne va pas bien. Il est pâle, il transpire, il souffle, il lui fait « Ça ne va pas, Jules ?» Bah écoute, répond Jules, tu te souviens que le curé nous a dit que si on allait voir les filles nues, on serait changé en statue de pierre. Et alors, ça commence. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Alors un grand merci à Christophe Malavoie pour être venu parler de ce spectacle intitulé Gary Ajar, qu'il joue au Petit Montparnasse. Merci, bravo, à demain.